Louis XV donc, a laissé le gouvernement du pays à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury, qui n'était pas un homme très drôle, mais qui était efficace. Ça, il faut reconnaître, il était efficace. Et Fleury, lui, son objectif, c'était de développer la prospérité du royaume, éviter que les gens soient pauvres, comme ils ont été pauvres sous Louis XIV. Donc, ils ont déjà été pauvres sous Louis XIII. Henri IV, à la fin du Henri IV, ça allait mieux, mais enfin, avant les guerres de religion, c'était pas le cas du tout. Donc, là, les gens, ils demandaient d'être un peu plus riches. Et ça va être le cas. Ça y est, plus jamais en France, il n'y aura de famine. C'est-à-dire, une famine, c'est quand les gens meurent de faim. Et là, c'est fini. Il n'y a plus de famine à partir de Louis XV. Il y aura ce qu'on appelle des disettes, c'est-à-dire que de temps à autre, dans quelques coins de France, il y aura des moments où il y aura moins à manger, mais pas au point d'en mourir, ce qui malheureusement était le cas sous Louis XIV. C'est-à-dire les gens s'enrichissent, tout le monde, tous les Français, même les plus pauvres s'enrichissent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de misère, il y a des gens qui continuent à faire la manche, qui sont vraiment très très pauvres, mais globalement, les gens s'enrichissent. Ça, ouf, c'est sous Louis XV. Il faut savoir que pour développer cette prospérité, il faut développer le commerce. Et pour développer le commerce, il faut développer le réseau routier. Qu'est-ce que c'est que le réseau routier ? C'est toutes les routes, mais aussi tous les réseaux hydrauliques, c'est-à-dire des fleuves et des rivières. Alors, Louis XIV, il avait un peu commencé, mais c'est vraiment sous Louis XV que vont se développer toutes les routes, tous les moyens de communication dans toute la France. Et vous avez la carte numéro 11, document 11, c'est une carte qui date vraiment de Louis XV. Peut-être, alors je n'ai pas vérifié de Louis XVI, mais bon, à quelque chose près, ça ne change pas grand-chose. Parce que Louis XV était très intéressé par tout ce qui était science, géographie, astronomie, et il était ami, enfin, on va dire qu'il avait suivi les cours de Cassini. Cassini, c'est un cartographe. Et Cassini, alors de père en fils, depuis Louis XIV, il y a la famille des Cassini. Ils vont aller partout en France et noter tous les coins de France. Et on appelle ça la carte Cassini. Et donc, on a toute la France de l'époque. Tous les villages, on peut retrouver des villages de n'importe où en France sur la carte Cassini. Et c'est aussi les meilleures routes de toute l'Europe. L'Europe entière admire les routes de la France. Ce n'est pas des routes en goudron, c'est des pavés. Mais bon, au moins ça permettait de mieux circuler, d'aller plus vite entre Paris et Marseille, Paris-Toulouse, Paris-Bordeaux. Et pareil, tout ce qui était fleuve et rivière, alors déjà sous Louis XIV, il y avait ce qu'on appelle le canal du Midi et le canal des deux mers, c'est à peu près le même canal, qui permettait de rejoindre la Méditerranée en passant par Toulouse jusqu'à Bordeaux, l'Atlantique. Et donc on pouvait circuler par ce canal entre l'Atlantique et la Méditerranée, ce qui était hyper avantageux économiquement. Et ça, tout ça, c'est sous Louis XV. Beaucoup de prospérité. Louis XV va aussi mettre en place l'heure légale. C'est-à-dire qu'avant, on se contentait du soleil pour savoir quelle heure il était. Et bien, sous Louis XV, il y avait, je ne sais plus si c'était 2 heures de décalage entre Strasbourg et Brest, Strasbourg en Alsace et Brest en Bretagne, tout au bout, il y avait plusieurs heures de décalage. Et bien sous Louis XV, c'est lui qui a fait les calculs, alors avec un savant, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'est Louis XV qui a décidé ça. Puis il adorait ce genre d'activité scientifique, il adorait ça. Donc il y aura la même heure partout en France, ce qui n'était pas le cas avant. Il va développer beaucoup de choses en sciences. L'électricité va commencer à se développer. Tout ce qui est médecine, ça va vraiment se développer à ce moment. Tout ce qui est aussi vétérinaire, le travail de vétérinaire, ça va commencer sous Louis XV. Médecine, plein de choses.
Et Louis XV aussi respecte au début de son règne les volontés de Louis XIV, à savoir de ne plus faire autant de guerres que Louis XIV en avait fait. Je vous rappelle, Louis XIV c'était tout le temps. C'était même plus rare qu'il n'y en avait pas. Voilà, c'était même plus rare sous Louis XIV quand il n'y avait pas de guerre. Donc Louis XV, lui, ne fait pas beaucoup de guerres, et il en fait vraiment quand il est obligé. Vraiment le strict minimum. Alors, en parallèle, en Europe, il y a une princesse, on dit réellement une archiduchesse, qui s'appelait Marie-Thérèse. C'était celle qui... c'était la princesse, l'archiduchesse Habsbourg, Marie-Thérèse. Son père, c'était l'empereur. Je vous rappelle toujours cet empire, Saint-Empire romain germanique. Donc il avait perdu l'Espagne. Avant, l'Espagne était au Habsbourg. Maintenant, c'est Bourbon, petit-fils de Louis XIV. Mais ils sont toujours dans ce qui est l'Allemagne, la Hongrie d'aujourd'hui, une partie de la Roumanie, enfin une grosse partie de l'Europe, on dit l'Europe de l'Est, pas la Pologne, évidemment, la Pologne c'était un royaume indépendant, et également ce qui est aujourd'hui la Belgique. Et donc cette archiduchesse, l'empereur, n'a qu'une fille. Alors, la plupart du temps, quand c'est une fille, dans les autres pays d'Europe, ça ne pose pas de soucis, sauf en France. Et cet empereur, il sait que pour sa fille, ça va être compliqué. Donc il sait qu'elle ne sera pas impératrice. Donc il faut la marier à quelqu'un qui deviendra l'empereur. Et elle va se marier avec le duc de Lorraine. La Lorraine, ce n'est pas, à l'époque, une région française. Donc la Lorraine, vous l'avez en bleu sur la carte 12. En bleu au nord, au nord-est. Donc cette Lorraine est un duché indépendant depuis Charlemagne, enfin le petit-fils de Charlemagne, ça remonte à très longtemps, et ce duc de Lorraine donc va épouser l'archiduchesse Marie-Thérèse. Alors, Louis XV accepte, il accepte que ce prince, enfin ce duc épouse l'archiduchesse, mais à la condition que, et donc, parce qu'après il sera empereur, d'accord, il l'épouse, donc il deviendra empereur, mais il y a une condition, c'est qu'il offre en compensation son duché de Lorraine à la France. Et c'est comme ça que la Lorraine devient une région française. Alors, ce François de Lorraine, évidemment, il n'est pas super content. Il est vraiment amoureux de Marie-Thérèse, parce que sinon, il n'aurait pas... Et puis vraiment, il veut devenir empereur aussi. Parce que pour lâcher son duché de Lorraine, c'est quand même, ça l'étrangle. Il est vraiment, vraiment pas content. Donc il accepte, à la condition donc, il lâche son duché de Lorraine, il l'offre à la France, comme ça il peut épouser Marie-Thérèse et pouvoir devenir empereur. Et donc la Lorraine va être rattachée à la France, à ce moment-là, mais pas tout de suite. On va mettre en place un processus de transition. C'est-à-dire qu'avant qu'elle soit directement rattachée à la France, on va lui garder son indépendance, mais en mettant en place de plus en plus d'administration française. Et qui sera duc de Lorraine ? Eh bien, ce sera Stanislas Lesinski, le père de la reine, l'ancien roi de Pologne, parce qu'il n'avait rien du tout. Et Louis XV, il avait un petit peu honte d'avoir son beau-père, le père de sa femme, qui n'était rien du tout. Donc, il lui offre la Lorraine. Mais quand Stanislas Lesinski va mourir, ce sera vraiment à la France. C'est une période transitoire. Alors, donc, document 12, donc vous voyez ce duché de Lorraine qui va devenir un duché français à la mort de Stanislas Lesinski, le père de la reine. Alors, donc, Louis XV s'est engagé auprès de l'empereur, le père de Marie-Thérèse, il n'est pas encore mort, mais en 1740, cet empereur, Charles VI, peut-être, je ne sais plus, moi je sais pas si c'est Charles VI, Charles VI meurt en 1740. Et là, Louis XV ne respecte pas ses engagements. Il veut faire la guerre contre la jeune archiduchesse Marie-Thérèse qui a 23 ans. Parce que même si son mari
peut devenir l'empereur. Elle ne sera pas... elle sera juste la femme de l'empereur. Elle ne sera pas vraiment l'impératrice qui commande. C'est elle, en fait, qui s'occupe de son pays. C'est elle qui gère tout. Elle a 23 ans et elle a été trahie par Louis XV, qui s'est engagé, et par le roi de Prusse, qui s'appelait Frédéric II. Frédéric II de Prusse. Lui, c'est pareil. Avant d'être le roi de Prusse, il avait le même âge à peu près que Marie-Thérèse et Louis XV. Ils sont à peu près le même âge, tous ces gens-là. Il envoyait des lettres en disant à Marie-Thérèse, oui, je serai toujours votre amie, etc., etc. Il devient roi juste avant que Marie-Thérèse perde son père. Et quand Marie-Thérèse devient à son tour l'héritière de son père, et ben Frédéric II lui envahit une région de son pays. Donc elle est trahie par le roi de Prusse et par le roi de France. Donc évidemment, la pauvre Marie-Thérèse, elle n'est pas contente. Et les Français s'allient au roi de Prusse et aux Anglais. Non, pas aux Anglais, pardon, j'ai une bêtise. Donc la Prusse et la France s'allient contre l'Autriche. Marie-Thérèse, c'est l'Autriche, elle qui est alliée aux Anglais. Et ça va créer une nouvelle guerre. La guerre de succession d'Autriche. Et à chaque fois, toujours la même chose. Et le pauvre cardinal de Fleury, lui, il ne peut pas faire grand-chose parce que il meurt en 1743 et il a 90 ans. Donc évidemment, à un moment, il ne peut plus rien faire. Et il meurt et il laisse Louis XV gérer cette guerre qu'il a déclenchée un petit peu par caprice, pour s'amuser en fait. Et Louis XV, il est content et tout le monde l'applaudit en France. Ouais, bravo, enfin un roi qui part faire la guerre, c'est super, etc. Je vous en parlerai